Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. La désignation de Thomas Boni Yayi comme chef du parti Les Démocrates continue de susciter du remous au sein de l'opinion publique. Nous vous proposons ce soir une lecture croisée de quelques analystes politiques dans cette édition. Polémique sur l'appartenance ou non du professeur et ancien ministre Christine Ouinsavi à un parti politique de l'opposition. Elle a démenti la publication du quotidien Le Matinal qui a titré ce matin sur son militantisme dans l'opposition. En Israël, le nombre de morts dans les attentats du 7 octobre s'élève désormais à 1400, jusqu'où les efforts diplomatiques peuvent retarder l'opération terrestre. Élément de réponse en page internationale. C'est tout pour le sommet, Madame, Monsieur. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Démenti formel de Christine Ouinsavi par rapport à la manchette du quotidien Le Matinal de ce matin. Le professeur de l'université d'Abomey-Calavi, ancien ministre de la République, dans un entretien exclusif accordé aux médias et d'NTV Diaspora FM, a battu en brèche les écrits du dit quotidien qui a signifié son appartenance à l'opposition. Suivez-la, s'il vous plaît. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui, le professeur Christine Ouinsavi appartient à l'opposition ou non? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que, effectivement, j'ai vu l'écrit parce que des proches m'ont envoyé la parution de Le Matinal de ce matin. Et je me suis dit, mais le rédacteur de cet article-là, pourquoi est-ce qu'il veut coûte que coûte me vêtir, n'est-ce pas, d'un costume d'ingratitude? Je pense que c'est de ça, c'est la lecture que j'en fais. Parce que là, ce qui a été écrit et la réalité, il n'y a aucun lien. Aucun lien, je peux le dire comme ça, parce que d'abord, je ne suis pas membre de la coordination nationale LD qui a été installée le week-end dernier. Oui. Et je n'étais pas au congrès, je n'étais même pas à Parakou parce que depuis quelques années, depuis au moins 4 ans, mes activités professionnelles et scientifiques ne m'ont pas permis de militer vraiment dans un parti politique qui soit de la mouvance ou qui soit de l'opposition. Je voudrais simplement dire que quand moi je fais mes choix, je les assume. Et ce que je fustige, c'est déjà qu'on veuille coûte que coûte faire un lien entre ce soutien et des activités politiques. Parce que une chose est d'être candidate et représenter le pays parce que j'en ai le profil, je pense que j'en ai le profil. Et s'il y a eu ce soutien, c'est parce que l'État pense que j'en ai le profil et que j'ai eu le soutien. Donc on veut faire forcément un lien entre ça et une activité politique. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse ce lien parce que être candidate là-bas ne veut pas dire que je milite ou que je ne milite pas dans un parti qui soit de la mouvance ou qui soit de l'opposition. Mais ce qu'il y a de plus important à rectifier, c'est que je crois que ceux qui ont installé leur coordination savent combien de membres ils ont mis dans la coordination. Il ne faudra pas en rajouter un. Parce que s'il y a eu 9 membres, il ne faut pas leur déclarer info plus 1 ou peut-être remplacer le nom de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que depuis 3 ou 4 ans, même 4 ou 5 ans, je dirais, je n'ai pas eu le temps matériel de militer dans un parti politique. Ça, c'est clair, il faut que ça là, ce soit clair. Et là, je peux demain réactiver mon militantisme et appartenir à n'importe quel parti. Je peux le faire demain, je peux le faire après-demain. Mais vraiment, il faut qu'aujourd'hui, ça s'arrête là. Il faut que ce soit suffisamment clair. Merci beaucoup. Je l'annonçais en titre, la désignation de Thomas Boni Yayi comme chef du parti Les Démocrates continue de susciter du remous au sein de l'opinion publique. Et il est évident que le parti d'opposition vise déjà les élections générales de 2026. Mais l'on se demande si la tâche lui sera facile. Sur la question, et voici une lecture croisée de quelques analystes politiques. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin.
C'est désormais connu de tous, Thomas Boni Yayi, l'ancien chef de l'État, a pris les rênes de son parti, les démocrates, à l'issue du premier congrès ordinaire tenu ce week-end à Parakou. Éric Rondeté a donc été déchargé de cette responsabilité. Le point qui rassemble est certes les élections générales de 2026 qu'il faut remporter, mais selon des analystes politiques, cela présage d'un malaise au sein du parti. Ce qui s'est passé à Parakou, c'est vrai, a montré la suprématie de Boni Yayi, mais la suite serait peut-être très difficile à gérer. Je ne suis pas le porte-parole du diable, mais je pense que prochainement, le parti, les démocrates doivent être remués dans le sens, à la limite, d'une scission ou d'une division majeure. Ils n'ont pas su faire le casting, mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'à cette allure-là, l'opposition vient d'être fragilisée. Ramener Yayi Boni à la tête du parti Les Démocrates, c'est un échec pour moi. On vient de plomber systématiquement le fonctionnement de ce parti politique-là. Ce regain d'activité politique de Thomas Boni Yayi, alors que ses relations avec le chef de l'État Patrice Talon à ce jour ne sont pas apaisées, ne serait pas anodin. Il est à craindre une relance des embrouilles entre les deux hommes politiques. C'est plutôt l'expression des mains invisibles qui a fait émerger en surface Boni Yayi. Est-ce qu'il y a une crise de confiance entre Éric Rondeté et Boni Yayi? Je ne saurais répondre à cette question. Toujours est-il qu'au sein du parti Les Démocrates, il y a des voix qui pensent que Éric Rondeté se pencherait plus d'un côté que de l'autre. L'un dans l'autre, le parti Les Démocrates est à la croisée des chemins. Ce qui se passe aujourd'hui relance la guerre politique entre M. Boni Yayi et le président Patrice Talon. Quel que soit ce qu'on dira, ils ont été amis. Ils ont ensemble dirigé ce pays-là. Qu'est-ce que ça cache, le retour de Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates? Boni Yayi ne s'est pas donné du repos alors qu'il nous avait promis qu'il deviendrait pasteur. Qu'est-ce qui fait ce regain d'activité politique? Donc je dis, il y a forcément des intérêts que nous allons découvrir avec le temps. Ça ne sera plus les démocrates en politique, mais ça sera désormais Yayi Boni contre Patrice Talon. Entre-temps, la politique les a opposés. C'est tellement que, ce titre qui va porter chef de l'office de l'opposition aiderait les deux à se réconcilier pour que le Bénin ait la paix. Parce que si le Bénin doit être un pays de paix, si tout doit se passer correctement au Bénin, il faut que ces deux hommes-là s'entendent. À environ 3 ans des élections générales de 2026, ce qu'il convient d'appeler l'événement de Parakou apporte une nouvelle intensité à la politique nationale. La tâche s'annonce rude en ce qui concerne la désignation du candidat de l'opposition pour la présidentielle de 2026. Regardez bien au niveau du parti Les Démocrates en 2021. Boni Yayi était le président d'honneur. Regardez toute la difficulté que ce parti-là a eue pour choisir son candidat. Donc je dis, c'est vrai que Yayi, il est populaire, il est connu de tout le monde, mais en matière de stratégie, de choix de candidat, Yayi n'a pas les moyens. Au vu de ce qui s'est passé à Parakou, il est désormais improbable pour M. Éric Rondeté d'être le candidat du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Vu la configuration du bureau, un bureau à écrasante majorité favorable à Boni Yayi, Éric Rondeté, les siens sont totalement réduits en minorité et donc les décisions futures seront totalement contrôlées par Boni Yayi et ceux qui sont acquis à sa cause. Et pour tenter de justifier ce choix à la tête du parti Les Démocrates, des proches de l'ancien chef d'État donnent les exemples de Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui ont tous dirigé leur parti après le pouvoir. C'est un élément réalisé par Clémence Tonoucoin. Parlons maintenant du regard que portent des citoyens sur le nouveau positionnement de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi au congrès du parti Les Démocrates à Parakou. Écoutons quelques-uns. Parce que pour tenir parti, il faut abaisser, comment dirais-je, tenir un parti, ce n'est pas amusant. Pour tenir un parti, il faut celui qui connaît le pays, la population, et soumettre la population avant de tenir un parti. Il n'y a pas d'être
d'être président d'un parti et de rester dans le coin, je suis un président. Il connaît le pays, plus que Éric Rouloté même. Moi, j'apprécie même qu'il tient même ce président. Là, le pays va avancer. Quand ils ont enlevé Rouloté en tant que président, on l'a mis deuxième, premier vice-président du parti, on ne l'a pas chassé du parti. Lui n'a pas insisté de quitter le parti. Il sait qu'il faut un flambeau en tête de ce pays. Ça arrange ce pays. Parce que Yayi Boni veut qu'on aille au dialogue. Au dialogue. Mais vous ne voulez pas qu'on aille au dialogue. Regarde, j'étais à Parakou. Tu as vu? J'étais à Parakou. Éric Rouloté, il a été président des démocrates. Et Yayi était président d'honneur. Mais le président d'honneur n'a pas le poids qu'un président du parti a. Moi, je suis démocrate. Je t'ai montré ma carte d'invitation. Je suis démocrate. On a invité tous les partis, non? Même le PCB est venu. Baparapé, ils sont là. Ils ont décortiqué la scène politique actuelle. Que c'est pas bon. Les fils du pays voulaient chasser. Le port est devenu désert. Le port est de... Tous les opérateurs économiques du Niger se sont installés au Togo. Burkinabé au Togo. Maliens au Togo. Est-ce que notre pays peut avancer comme ça? L'objectif, c'est d'atteindre le sommet ou bien sur le plan, tout ce qui ne va pas. Précisément, à mon avis, c'est bon. Parce que Yayi Boni, il a tout fait pour le pays avant. Et aujourd'hui, comme il est un président de démocrate, c'est bon pour moi. Allons maintenant dans la Donga, au lendemain de l'incident malheureux survenu à Bassila, dans le département de la Donga, où l'on déplore des blessés graves, aussi bien dans le rang des populations civiles que dans le rang des forces de sécurité publique. Le préfet de la Donga a tenu à une restitution de la vérité des faits à la presse. Suivons ici notre correspondant dans la Donga, à Djougou plus précisément, Yans Aoubri. Selon l'autorité départementale, le préfet Elias Suleiman Biao, dans sa déclaration faite à la presse locale, contrairement à ce qui est relayé sur les réseaux sociaux, l'incident ne concerne en rien les populations de Bassila ni celles de Manigri. Les faits s'inscrivent, dit-il, dans le cadre des mesures réglementaires de protection des populations en cette période d'extrémisme violent et dans le cadre de la sécurité des frontières et du contrôle de la mobilité des populations, explique-t-il. L'État béninois a décidé de limiter certaines issues avec les pays frontaliers en posant des moellons sur des pistes transfrontalières. Et c'est ce qui est fait au niveau des départements de la Donga et même de la Takora, parfois avec le concours des populations. Mais au niveau de la zone géographique située entre le village de Aoro et la ville de Bassila, où se trouve une piste débouchant sur un village frontalier dénommé Balanka, dans le Togo, des résistances ont été enregistrées. Des populations étrangères seraient venues mettre à sac les moellons déposés sur la voie en meute et en furie. Elles se seraient attaquées aux forces de sécurité publique, notamment la police républicaine et l'armée qui veillaient sur les lieux de l'incident de ce samedi, avec pour conséquence des blessés graves aussi bien du côté des populations civiles que des forces de sécurité publique. Côté policier, l'on dénombre 3 policiers dont un commissaire grièvement atteint au visage. Il aurait reçu des jets de pierre qui lui ont endommagé un œil. Le commissaire victime est aussitôt transporté à Cotonou pour des soins nécessaires. Le chef de l'arrondissement de Bassila, qui était également sur les lieux, appelant les populations au calme, est aussi grièvement atteint puis transporté à l'hôpital. Pour l'heure, la situation est sous contrôle et selon le préfet, la décision de l'État béninois ne doit pas faillir. Les responsabilités seront situées, mais pour le moment, aucune piste n'est encore explorée. L'État béninois privilégiant les voies diplomatiques, attendu que les auteurs de troubles ne sont pas des Béninois. De Djougou, Ignace Aubry, Radio Télévision Sénégal.
pour Eden TV. Hors du Bénin, à présent, Israël continue de compter ses pertes. Le nombre de morts dans les attentats du 7 octobre s'élève désormais à 1400. La bande de Gaza bombardée par Israël est toujours assiégée et au bord de la catastrophe humanitaire. Pourtant, les tirs depuis les territoires palestiniens vers les villes israéliennes continuent. Jusqu'où les efforts diplomatiques peuvent retarder l'opération terrestre? Élément de réponse dans ce reportage. Les commandants des brigades et bataillons des forces terrestres de l'armée israélienne ont été autorisés à effectuer des vols au-dessus de la bande de Gaza ces derniers jours afin d'inspecter la zone où l'opération terrestre est prévue. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que la responsabilité de ces forces était d'entrer dans la bande de Gaza, de prendre le contrôle des positions du Hamas et d'éliminer ses chefs et ses membres. Il est inconcevable que des civils soient tués, que des femmes et des enfants israéliens soient enlevés et que nous restions les bras croisés. Nous atteindrons toutes les infrastructures des terroristes, tous les tunnels. Nous atteindrons chaque combattant du Hamas. Et tant que nous ne les aurons pas tués, notre mission ne sera pas accomplie. Ce sera une guerre intense, ce sera une guerre mortelle, ce sera une guerre de précision. Et ce sera une guerre qui changera la situation pour de bon. Dimanche, le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que l'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparer risquait d'entraîner un grand nombre de victimes. Le chef de la Ligue arabe a également demandé à Israël de surseoir à son opération terrestre. Les deux organisations ont publié une déclaration commune. La Ligue arabe et l'Union africaine ont exhorté la communauté internationale à adhérer aux principes communs d'humanité et de justice, mettant l'accent sur la nécessité de travailler collectivement et immédiatement afin d'empêcher une attaque prolongée contre les Palestiniens. À la lumière de la crise humanitaire qui s'intensifie à Gaza, où la population manque d'eau potable et d'électricité et où le secteur de la santé est au bord de l'effondrement, les deux organisations ont insisté sur le besoin urgent d'ouvrir un couloir humanitaire afin de fournir une aide de base à la population et de secourir les blessés, tout en soulignant qu'une punition collective ne pouvait pas être acceptée. Ce dimanche, le Hamas a lancé des roquettes dans le centre d'Israël. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Tel Aviv et dans 7 autres villes. Le groupe a également revendiqué la responsabilité des roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur les villes d'Ashdod et d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. En réponse, les frappes de l'armée de l'air israélienne visant les quartiers généraux du Hamas ont été parmi les plus massives depuis le début du conflit. La communauté internationale continue d'exprimer des protestations en raison de la crise humanitaire et des dommages infligés aux civils. Les autorités de Gaza rapportent que plus d'1 millier de personnes sont portées disparues sous les décombres. Selon l'ONU, plus d'1 million de Gazaouis ont été déplacés. Le secrétaire général de l'ONU appelle le Hamas à libérer ses otages immédiatement et sans conditions préalables, et Israël a autorisé l'accès immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. En ce moment dramatique, alors que nous sommes au bord du gouffre au Moyen-Orient, il est de mon devoir en tant que secrétaire général de l'ONU d'adresser 2 grands appels humanitaires. Au Hamas, les otages doivent être immédiatement relâchés sans condition. À Israël, un accès rapide et sans obstacle à l'aide humanitaire doit être assuré aux fournitures et au personnel humanitaire pour le salut des civils à Gaza. Israël affirme avoir rétabli l'approvisionnement en eau du sud de Gaza. Un convoi égyptien transportant plus de 100 camions d'aide humanitaire est arrivé dans la ville d'Al-Arish, à la frontière avec la bande de Gaza. Toutefois, pour le moment, les rapports sur l'ouverture du point de passage pour les réfugiés et l'acheminement de l'aide humanitaire sont contradictoires. Israël a déclaré que le point de passage de Rafah était fermé. Plus tôt, il a été rapporté que le voisin égyptien était réticent à ouvrir ses frontières aux réfugiés. Les médias locaux rapportent que le pays a même érigé des barrières en béton à la frontière avec la bande de Gaza. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine ce journal qui a été réalisé par Marcel Yedo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, je vous le rappelle, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Demain, quand il sonnera 8h, prenez rendez-vous sur la matinale. Bonsoir.